Bonjour et bienvenue dans Minds on Mic, le podcast santé mentale qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Moi, c'est Nino et aujourd'hui, on retrouve Macari qu'on a déjà reçu pour parler de son parcours et de son approche de la santé mentale. Mais cette fois, on lui a transmis vos questions. Donc cet épisode se déroulera en 2 parties dans lesquelles nous évoquerons 5 grands thèmes. Dans cette première partie, on parlera de vie étudiante, de relations amoureuses et de relations amicales, toujours liées à la santé mentale évidemment. Merci Macari de nous recevoir et merci à vous pour vos questions. On va commencer tout de suite avec le premier thème qui est autour de la vie étudiante, la gestion du stress, du futur, etc. Et notre premier témoignage, c'est « J'ai jamais l'impression d'être tranquille avec les cours. Comment faire pour gérer le stress des études ?» Oui, c'est une bonne question. Moi, j'hallucine de voir le niveau de stress des jeunes aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de trouver ses ressources, de trouver les choses qui nous aident. Il y en a plein aujourd'hui. Il y a la méditation, il y a la respiration, il y a plein de choses. Il y a déjà d'accepter ce stress, de ne pas essayer de le fuir, en fait, parce qu'on essaie souvent de fuir les émotions qui sont pas agréables. Mais c'est aussi de trouver l'équilibre, parce que le stress, c'est important. Le stress, c'est ce qui nous pousse à faire les choses, à nous dépasser, etc. Et quand il est en trop, ça nous bloque. Et ça nous coupe de nos ressources. Donc, chacun a ses manières de gérer le stress, on va dire de manière globale. Et puis après, c'est sûr que si c'est trop important, il faut pas hésiter à soit demander de l'aide, soit en parler. Ça, c'est important aussi, parce que parfois, les étudiants ont l'impression d'être seuls à vivre autant de stress. En fait, c'est vrai que c'est important d'en parler, de partager, de se rendre compte que tout le monde est sous une pression impressionnante, alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, vraiment de relâcher cette pression que vous vous mettez tout seul, en fait. C'est possible. Ensuite, j'ai souvent l'impression de ne pas être légitime dans mes études, même quand je réussis. Est-ce que c'est grave de se sentir imposteur comme ça? Je pense qu'il y a une part en nous qui a toujours cette peur. Même en tant que psychologue, il m'a fallu des années pour aujourd'hui me sentir un peu plus euh, légitime, mais on a toujours cette peur-là. Alors, il faut l'utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire se remettre en question sur les choses qu'on fait, peut-être. On peut toujours améliorer, mais aussi ne pas placer la barre extrêmement haut, parce que sinon on n'y arrive jamais. Donc, voir comment on peut réajuster. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce normal de ne plus rien ressentir, même dans les choses qu'on aimait faire avant, avoir la flemme, procrastiner, etc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut s'arranger? Alors, je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous mettez la pression vous-même, mais il y a une pression qui est réelle aussi. Des cours, de la charge que vous avez, des devoirs, etc., que je trouve hallucinante, qui est vraiment pas euh, en cohérence avec la santé mentale. Oui, parfois il y a l'entourage aussi. Parfois, il y a l'entourage aussi qui joue, qui met la pression. Donc, parfois, j'ai l'impression que quand il y a quelque chose comme ça, je crois que vraiment on est anesthésié quelque part dans nos émotions, c'est parce qu'il y a une pression qui est tellement importante qu'on est écrasé. Donc, c'est un signe d'alerte quand même. Il faut pas négliger, parce que quand il y a une perte d'élan, même envers les choses qu'on aime, ça veut dire qu'il faut vraiment en parler, se faire aider. Ça veut dire qu'on arrive à un stade où vraiment la pression est trop importante et que quelque part, un peu comme une voiture qui est en manque d'essence. Nous aussi, on a besoin de carburant. Et ces carburants, parfois, on ne les pense pas. Et c'est les choses qui vont nous nourrir autre que l'apprentissage ou que le travail. C'est vraiment de venir chercher qu'est-ce qui nous fait du bien à nous et le mettre par petites touches. Et se dire que c'est réellement important, parce que si on le fait pas, on arrive à ce stade-là, en fait. C'est vrai qu'en plus, j'ai quand même l'impression qu'on nous apprend souvent que le stress, c'est forcément une bonne chose, que ça nous motive, que ça nous booste, etc. Mais du coup, il y a quand même un bon stress, comme un stress qui peut alerter.
ouais, le stress à une petite mesure, c'est très bien, mais dès qu'il commence à dépasser, c'est pas bon. Parce qu'en fait, en plus, le stress, il vient, on va dire, dans le même espace qu'on utilise pour l'apprentissage. Donc beaucoup, la concentration est affectée, notre capacité à apprendre, et cetera. OK, très bien. Ensuite, on a eu des questions, autour, de tout ce qui est amoureux, les relations amoureuses. Et la première, c'est quoi la limite entre aimer fort quelqu'un et tomber dans la dépendance affective? Hem, alors je dirais que l'amour, quand on est amoureux, c'est normal d'avoir envie d'être avec la personne tout le temps, de penser à elle souvent, voilà, d'être vraiment, dans quelque chose de très, fusionnel. Mais on a cette capacité quand même à être, éloigné de la personne par moment. On a cette capacité à ressentir l'amour de l'autre, par ses actes, à le reconnaître. Mmh. Dans la dépendance affective, on a une dépendance justement à être avec la personne. Heu, c'est difficile cette séparation, c'est même, douloureux, insupportable. Mmh. Il y a un besoin constant d'être rassuré de l'amour de l'autre, constant par les OK. messages, par les actes, besoin Ça des peut aussi se justifier par, un manque de confiance, en soi, par exemple la dépendance affective. ça, oui, le manque de con il y a un manque de confiance en soi dans la dépendance affective, ouais, bien sûr. Mais après, c'est vraiment de se dire, soit je vis cette relation même si j'ai envie d'être avec l'autre et j'y pense souvent, mais je peux quand même survivre sans. Je vais pas en Mmh. mourir. Alors la dépendance affective, c'est quand J'existe, on est vraiment, c'est ça, j'existe j'existe, sans l'autre. oui, c'est ça. Merci. J'ai un ami dans une relation toxique et je ne sais pas comment lui en parler sans qu'il se braque. Comment faire? Hem, alors il y a 2 choses. Il y a une première chose, c'est que, si on nous demande pas conseil, c'est difficile de les donner. C'est-à-dire Oui, si une personne elle est pas en demande, elle est pas forcément à l'écoute de ce qu'on va lui dire. Mais après, si on est inquiet pour cette personne, qu'on a envie de l'aider, on peut parler à partir de ses propres émotions à soi. Donc, te dire, par exemple, moi, ça m'inquiète, je vois que tu mmh, pas bien, que tu es triste, voilà. Mais après, c'est vrai que chacun a à faire ses expériences. ouais, Ça dépend aussi de l'intensité. Si c'est quelque chose de dangereux, évidemment, bien sûr. qu'on va intervenir, mais OK. Et du coup, comment on apprend à faire confiance à nouveau après avoir été trahi? Donc, en l'occurrence, on imagine ici la tromperie, en parlant d'amour, et cetera. Puis mmh, comment après rebondir sur ça et continuer à avoir des relations, avec d'autres personnes? mmh. Alors c'est pas simple. Je dirais que c'est, dans la vie, on a les relations qui viennent dans nos vies, elles viennent nous faire travailler sur quelque chose, en général. Donc ça viendrait pointer qu'il y a la confiance en soi à travailler et parfois, un retour à soi avant de pouvoir faire confiance à l'autre. Parce qu'en fait, c'est vraiment, le travail de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, de s'apporter, ce dont on a besoin soi-même. Et ça, c'est pas simple, hein, c'est un apprentissage, Oui. et ça prend du temps. Mais vraiment de prendre peut-être un peu de temps pour soi, pour, voilà, pour, voir, bah, toutes les belles choses qu'il y a en nous, hein, Mmh. et après, à un moment donné, quand on a cette capacité de pouvoir être en relation avec l'autre. Mais d'abord travailler peut-être, Du coup, pour, rebondir un peu, là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est possible, d'aimer quelqu'un d'autre quand, on ne s'aime pas soi, quand on a pas confiance en nous? alors on peut aimer quelqu'un d'autre, mais c'est souvent qu'on cherche à qu'il vienne remplir cette partie Mmh. de nous. Donc, on peut parler peut-être, donc on en parlait tout à l'heure, de la dépendance Ouais. affective ou peut-être juste d'une relation qui est pas équilibrée. Donc, Mmh. l'idéal c'est de s'aimer soi en Oui, premier, mais comme ça prend, ça prend du longtemps, temps, du c'est ça. coup, c'est vrai que, c'est, c'est un chemin, c'est un chemin. Mais, ça s'apprend et petit à petit, chaque relation justement, comme je disais tout à l'heure par rapport à la relation toxique, Mmh. chacun a à vivre ce qu'il a à vivre. C'est que Bien sûr. à chaque relation, on évolue et on voit les choses qui n'ont pas marché et ce qu'on veut faire, pour la Mmh. prochaine. Moi, j'ai quelques questions autour justement de relations amicales, l'amitié, plus généralement et notamment, sur, la FOMO, donc qui se traduit littéralement par, Fear of Missing Out, donc qui signifie, de ce que j'ai lu, la peur de
un sentiment d'angoisse et d'anxiété face au fait de louper quelque chose. Donc par exemple, quand nos amis vont faire une sortie et qu'on n'est pas disponible, c'est cette peur de louper un moment. Et donc, on a comme témoignage, je ressens souvent la FOMO et j'ai tout le temps la peur de rater un truc. Comment lutter contre ça? Mmh. Ça doit être assez nouveau parce que je connaissais pas ce mot. Ah, ça vient un peu des réseaux sociaux, il me semble. Si je. Ouais, Ouais. si, ouais, j'ai un peu regardé parce que j'en ai entendu parler récemment, en Mmh. fait. Mais avant, je pense que c'est quelque chose de relativement nouveau. Je pense que c'est cette, stimulation constante qu'il y a, en fait, et Mmh. on a l'impression que les autres, ils vivent énormément des choses alors que c'est pas forcément vrai. Et je pense que ça vient aussi du fait de vouloir, être dans le groupe et se sentir appartenir. Donc si on partage pas, des choses, de pas pouvoir après en parler dans le groupe, Mmh. se sentir un peu largué, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi peut-être un effet de pas être dans le moment présent. D'accord. Et c'est à partir de là qu'on peut peut-être, trouver des ressources, hem, par rapport aux réseaux sociaux notamment, c'est de peut-être faire des pauses. Je sais pas Mmh. comment ça fonctionne pour les jeunes, Mmh. mais vraiment c'est dire, il y a des moments où je vais couper, où je vais vraiment être dans le moment présent Bien et sûr. travailler petit à petit, par touche. Et aussi, bah, ça envoie ce message à notre cerveau que c'est OK. S'il y a eu des moments où on a raté Oui. quelque chose, Ouais. on était quand même ailleurs à faire autre chose. OK. Et c'est peut-être travailler dans ce sens-là, vraiment, c'est mettre quelques règles par rapport aux réseaux sociaux. Et après, c'est de dire, voilà, j'essaye d'être dans le moment présent et d'envoyer ces messages à mon cerveau que finalement, ça va, j'ai survécu et que tout va bien. Pour continuer, comment être à l'aise dans un groupe quand tu es plutôt introverti ou qu'on n'a pas à dire quelque chose de nul ou de s'intégrer dans le groupe? Mmh. Ah, ouais, ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple parce que, on peut travailler sur sa confiance en soi, Ah, déjà. au final, c'est pas mal lié, Oui, un peu lié à ça, c'est c'est vrai. complètement lié, oui, à la confiance en soi parce que c'est cette peur de dire quelque chose, de nul, Mmh. de pas intéressant et du coup de se faire exclure. Donc c'est encore ce besoin d'appartenance et Mmh. de se sentir accepté par le groupe et de se sentir aimé. Et hem et c'est quelque chose, oui, quand on travaille dans la confiance en soi parce que c'est, apprendre à se connaître. Quels sont mes goûts? Qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas? Et accepter, heu, voilà mes goûts, comment je suis Bien sûr. par rapport aux autres et de pouvoir quelque part l'assumer. Même si on peut avoir une flexibilité après, c'est dire aussi qu'il y a pas de vérité en fait, que je peux donner mon point de vue, même si, les autres en ont un autre, c'est pas grave. Voilà, c'est ça qui fait le groupe justement. OK. Et j'ai parfois eu du mal à savoir si une amitié est équilibrée. Comment reconnaître quand tu donnes plus que ce que tu reçois? C'est vrai que Mmh. ça peut marcher aussi pour, les relations amoureuses, j'imagine. Mmh. Ouais. Déjà, si tu te poses la question, c'est Mmh. que C'est c'est ça. que tu as perçu quelque chose. Hem, Dans une relation, c'est très important que ça soit équilibré. Mmh. Sinon, c'est pas bon. C'est pas une relation qui est saine. Parfois, il peut y avoir un déséquilibre à un moment donné, mais c'est important que ça soit quand même dans la réciprocité. On peut le percevoir, je pense, c'est notre corps qui parle. Le truc, Mmh. c'est qu'on l'écoute pas. Mais notre corps, il sait, notre corps, il nous dit, quand quelqu'un nous demande quelque chose, si c'est trop, ton corps, il va te le dire. Tu vas sentir qu'il va y avoir un petit mouvement de recul. Ou alors, on va te proposer quelque chose et ton corps, il va Ouais. dire oui. On le sent. On peut dire que c'est le corps, on peut dire aussi que c'est l'intuition. L'instinct, oui. Euh, Ça déjà, d'un côté, donc c'est vraiment d'être à l'écoute de notre Mmh. corps, de notre intuition, parce on a toutes les réponses en fait en nous. Ouais. Et d'un autre côté, c'est d'écouter, justement cette petite voix qui dit: «C'est pas juste tout ça, c'est pas OK pour moi». Et après, c'est d'assumer, en fait, parce que dans la relation à l'autre, on a l'impression que si on dit oui tout le temps, Mmh. l'autre, il va nous aimer plus, Mmh. et en fait, c'est tout le contraire. Si on veut, avoir du respect dans une relation, ce qui est essentiel, Mmh.
c'est respecter soi et ça passe par poser ses limites et pouvoir dire, voilà, si je dis oui, à l'autre et que je me dis non à moi tout le temps, Bien sûr, c'est, c'est pas équilibré justement. bien sûr. Donc, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que, bah, on nous apprend pas tellement à écouter, notre corps, Mmh. mais plutôt, mais que du coup, c'est une bonne chose quand même d'écouter son instinct et que la plupart du temps, ça en dit beaucoup, l'air de Mmh. rien. Ben, merci beaucoup, c'est la fin de cette première partie de notre échange avec Nakari. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous et on se retrouve très vite dans la deuxième partie où Noémie reprendra le micro pour, continuer de poser les questions qu'on nous a posées. Merci beaucoup, à très Avec vite. plaisir.